Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue dans Parents et Amis, épisode du temps des fêtes. On est rendu là, Caroline, que ça passe vite, avec l'expert de la SAQ, votre chroniqueur, parce que ça fait longtemps qu'il est là. Christian, bonjour. Salut. Content de te voir. Ah ben moi aussi, ben oui. Tu dois avoir des gens qui commencent à dire, quand est-ce que vous faites votre spécial ben oui, des fêtes? J'en entends parler, oui, il y en a. Hey, là, vas-tu faire de quoi avec Gilles bientôt pour les fêtes? Ben Tout oui, on enregistre la semaine prochaine, ça se passe. Au moment où on se parle, on est le 2 décembre, ouais, on va diffuser quelque part vers le 10, je sais pas trop, parfait, 2. Ça, Bon, ouais, y a pas de problème, mais on va mettre sur pour les gens qui nous entendent, vous pouvez déjà aller voir sur Facebook et sur christianmartel.net, c'est ça? Oui, en plein ça. Vous avez des suggestions que Christian a faites? Ouais. Blanc, rouge, mousseux? Mousseux, champagne aussi, donc tout du rosé, moi, non? C'est pas des de rosé? Rosé, on garde ça pour l'été. Ben, malgré que ça en prend pareil, là. Ah ouais, absolument. Mais ça fait rien, on garde ça pour l'été. C'est un épisode aujourd'hui, Christian, je te reçois pour un épisode parfait du temps des fêtes. On va parler de vin, on va parler de bulles, de spiritueux, de tout ce qu'on sert, qu'on devrait servir à nos invités. Avec toi, on veut aussi comprendre comment choisir intelligemment. On se pose souvent la question. Quand t'es pas intelligent, c'est encore plus difficile, je le sais. Ah ouais. Comment se faire plaisir sans se ruiner et comment éviter les pièges les plus fréquents quand vient le temps de boire et offrir de l'alcool à Noël. Des fois, c'est embêtant. Des fois, oui. À chaque année, on le dit, puis je suis persuadé que tu as la même problématique année après année. J'ai un cadeau à donner à mon fils, mes parents, je sais pas trop ce qu'ils boivent. Exactement. Mais il y a des passe-partout, tu vas nous le dire. Ça existe. Donc, ça va être un épisode utile, chaleureux et festif, tiens. Comme un bon vin qu'on partage. C'est correct, ça? Pourquoi pas? Ben oui. Comment ça se passe sur la retraite? Non? Non, pas encore. Écoute, je suis en pré-retraite. Je travaille 4 jours semaine depuis à peu près 2 ans. Est-ce que t'aimes ça, un horaire réduit un peu? Oh, j'adore ça. Ça te fait des week-ends de 3 jours? 3 jours. Moi, ça me fait dimanche, lundi, mardi. Puis j'adore ça. Puis, sais-tu quoi? Là, je commence à penser un peu comme ceux qui sont à la retraite. 3 jours, mais j'ai pas l'impression que j'ai plus de temps. Ah oui, tu m'as... Ah non, il me semble que le mercredi revient encore tout de suite, puis il me semble que j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Ben moi, vois-tu, j'ai eu une retraite un peu plus précipitée que j'avais prévu, mais ça fait un petit bout de temps que j'appelle ça pré-retraite ou retraite active, parce que je considère que je suis à la retraite, mais j'ai un petit projet avec des amis investisseurs, et j'ai aussi une chronique par semaine que je fais avec Jeff Fillion sur Radio Pirate. Je fais mes podcasts à chaque semaine, ça me garde actif, ça me garde dans ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire préparer mes entrevues, puis ça, cet élément-là, je l'aime. Puis faire, tu sais, quand t'as une grand gueule, t'aimes ça parler? Ben oui. Non, mais je pense qu'il faut pas arrêter complètement. Non. Tu sais, parce que moi, c'est sûr, tu sais, j'ai mon entreprise aussi, là, en animation, de dégustation. Ça, tu vas faire ça jusqu'à ta mort, là. Ah, jusqu'à temps que je vais être capable. Ah, ouais. Ça va continuer. Ça, tu vas avec ta blonde voir des gens. Exact. C'est ça. T'arrives avec des, explique un peu comment ça marche. Justement. Mettons, je t'engage, là. Ouais, ben c'est ça. Qu'est-ce que tu me proposes? Nous autres, là, on s'entend, première des choses, qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu parler, par exemple, des vins italiens? Mettons, tu dis, on m'en va en Italie, j'aimerais ça qu'on parle de vins italiens. Okay. Parfait. On s'entend sur un budget de vin. Moi, j'arrive avec les bouteilles, avec tous les verres de dégustation. Puis, je te fais, par exemple, un bon briefing là-dessus, puis on fait une belle dégustation, puis je montre aux gens comment déguster. Puis c'est pas compliqué. Tu sais, les gens ont pas besoin d'être des experts. Je suis là pour ça. Tu peux leur suggérer, par contre, qu'est-ce qu'on pourrait manger avec ça? Si jamais c'est un repas, c'est toujours un repas ou? Non, pas tout le temps. OK, des fois, c'est juste dégustation. Ça peut être un repas, c'est les gens qui décident. C'est une formule qui est très, très, très flexible. Moi, je pourrais, par exemple, t'engager puis dire, moi, je veux juste essayer des blancs. Exactement. À soir, on boit des blancs, puis montre-moi la différence entre du chardonnay, du Sancerre, je sais pas. Les gens, on fait ce qu'ils veulent. C'est une formule qui est ultra flexible. Mais pour toi, c'est le fun aussi? Ben oui. Puis en même temps, tu sais, il y a pas de limite de temps là-dedans. On prend le temps de répondre aux questions, puis moi, j'ai un tarif qui est fixe, là, puis ça dure 1 heure ou 4 heures, ça va même faire. C'est ça qui est le fun. Parfait. Alors, est-ce que t'en fais quand même pas mal d'une année? Ça dépend des années? C'est variable, ça dépend des années. Ça dépend des années. Comme là, depuis un petit bout de temps, il y en a quelques-uns. Après, là, pour les fêtes, ça va arrêter. Pour les fêtes, habituellement, c'est tranquille. C'est la famille. C'est ça, exactement. On est plus dans des parties. Puis après ça, absolument, il y a un petit boom aussi au printemps. Mais des fois, t'as de quoi célébrer, puis tu dis comment on pourrait faire original. Puis ça, c'est original. Ben oui. T'invites des amis, puis c'est rare que les gens de 50, 60 ans ils boivent pas du vin ou. Fait que tu peux faire puis tu peux même aller plus loin que ça. Quelqu'un qui voudrait aller, mettons, dans les digestifs, les cognacs. C'est ça. Il y a pas de limite là-dedans. Là. C'est ça qui est le fun, puis souvent, comme tu dis, ça peut être des anniversaires. Tu sais, un tel, c'est son anniversaire. Il est amateur 60 de ans, vin, mettons. Ouais, là. Il aime le vin, mais il s'y connaît plus ou moins. Ben c'est parfait.
parfait, regarde, on est là pour ça. Ça doit être on s'amuse tout le temps. Puis Christian, ça doit être fréquent que les gens disent, mon Dieu, ça fait 30 ans que je bois du vin, je savais pas ça. Tu sais ce que tu leur as oui, je savais pas ça. Absolument. Tu sais, on leur montre comment le boire. Tu sais, j'avais jamais remarqué ça. Ben oui, c'est ça qu'il faut vérifier. Puis ça, là, c'est à portée de tout le monde. T'as pas besoin d'être un expert. Tu sais, ça peut améliorer ton plaisir. Ah ben oui, absolument. Tu sais, il y a des façons de déguster le vin pour... Bon, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ben oui, absolument. Mais on le fait, je me rappelle, avec Véro, il y a peut-être une dizaine d'années. Oui. On avait beaucoup aimé ça, on avait invité les amis, puis il m'en reparle encore en disant, c'était donc le fun, ça fait... On vous le dit parce que je sais qu'il y a des gens qui nous entendent, mais qui vont peut-être dire, OK, c'est la fête de mon frère pour ses 65 ans qui s'en vient. Il me semble qu'il aimerait ça une couple d'amis, 10 personnes, 4-5 personnes, peu importe. C'est parfait. Comment on te rejoint? Dans le fond, c'est sur le site Internet, le plus simple. Sur le site, vous allez sur christianmartel.net, tout est là-dessus. C'est sur Écrivez-nous. Facebook aussi, sur LinkedIn. Ah oui, c'est Christian Martel. Tu remarques, mettons, Christian Martel, SAQ, on va te trouver. Tu vas marquer Christian Martel sommelier. Ça va sortir. Bang, là, ça va sortir automatiquement. Parfait, OK. Ouais. OK, on va jaser, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Bon, il y a des questions que j'ai moi, que toi t'amènes, des sujets que toi t'amènes. Donc, on va parler des champagnes, parce que la fin de l'année... Ouais. Puis c'est drôle, je suis allé à SAQ récemment, puis je disais mon collègue, parce que ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble, Christian Martel, me disait que bon, oui, il y a je disais l'entrée de gamme. Si tu veux avoir des bulles, Prosecco, souvent, c'est accessible. Tu n'as 15, 16, 18, 20 piastres. Oui, c'est bon. C'est sec. Bon, c'est sûr que c'est pas très profond, là. Mais après ça, j'ai dit, Christian me disait qu'il y a des bulles, il y en a, mettons, 30 piastres la bouteille, il y en a qui vont à 40, 45, puis là, ça monte. On peut monter tant qu'on veut. C'est ça. Fait que dans le fond, est-ce que, tout comme le vin, tu nous dirais que si on aime les bulles, on va-tu être porté, mettons, notre 100 piastres, on prend toujours notre 100 piastres, mais je trouve que pour le champagne, ça peut être intéressant. À 100 piastres, je peux avoir une très bonne bouteille de champagne. Je peux peut-être avoir 3 ou 2 bonnes bulles de 45 piastres, 50 piastres chaque. Qu'est-ce que tu suggères, toi? Ben écoute, ça dépend. Si c'est pour, par exemple, si c'est pour donner en cadeau. Moi, je trouve, là, donner en cadeau un champagne, c'est une des meilleures affaires. Parce que, quand est-ce qu'on s'achète ça, un champagne? T'as raison. On s'en achète pas. Mais c'est le fun à recevoir. Oui, c'est plaisant. C'est bon. C'est sûr que, oui, c'est bon. C'est bon, pis c'est le temps plein de temps, tu sais, c'est festif, c'est agréable. C'est chic. Pis t'as pas souvent d'occasion d'en prendre, mais il faut les provoquer. Tu sais, il y en a qui disent, là, j'ai une bouteille de champagne chez nous, ça doit faire 5 ans que je l'ai. Ouais, c'est encore bon. Ben, j'espère. Sauf que, la plupart des champagnes qui sont pas millésimés, ça, c'est ceux qui n'ont pas d'année d'écrit sur la bouteille, là. La plupart de ces champagnes-là sont prêts à boire dès que c'est mis sur le marché. Gardez pas ça donne rien. Mais j'ai pas eu l'occasion. Ben oui, mais l'occasion, ça se provoque, là. Oui, absolument. Bon, dis-moi, mettons qu'on va être proche du champagne les bons champagnes, c'est entre 80 et 100, je me trompe 80, 100. Écoute, tu peux avoir des champagnes autour de 45. Ça, c'est à peu près le prix plancher. OK. Bon, là, mais c'est-tu raisonnable? C'est mieux qu'un Prosecco, là, à 45. Oui, absolument. Okay. Tu sais, champagne, ça demeure champagne. On a beau dire, oui, c'est vrai, ça coûte cher, mais, tu sais, ils ont tout là-bas. Il y a le terroir de craie, ils ont la température. Sont à l'extrême nord de la France. Plus au nord que ça, là, il n'y a plus de raisin. Donc, le champagne, c'est une région. C'est une région. Si je fais quelque chose qui ressemble à du champagne, ça peut pas être du champagne parce que je pense champagne. C'est ça? Champagne, c'est champagne. C'est que l'appellation champagne. Côte ouest américaine, quand ils font des bulles, ils appellent ça comment? Là, t'es dans le mousseux. OK. Tout ça, là, tu tombes dans le mousseux. Tu peux utiliser la même méthode. Ah, puis ça va loin, là. Parce que la méthode champenoise, ça, c'est la méthode qu'ils utilisent pour faire le champagne. Tu peux l'utiliser ailleurs. Mais c'est loin, hein, ça va loin, parce que t'as même pas le droit d'appeler ça méthode champenoise si t'es pas en Champagne. Oh! Il faut que tu utilises la méthode traditionnelle. C'est parce que, écoute, il faut les comprendre, ces gens-là, ils ont été échaudés. Moi, je me souviens, là, écoute, même... Mais c'est intéressant, raconte ça. Dans mes débuts, là, il y a 42 ans, puis même avant... Quand t'allais travailler à cheval, mettons. Presque! Je dirais pas en commission des liqueurs, là, pas là, malgré qu'on l'entend encore des fois. Ah oui? Ah oui. Mais des fois, il y en a au téléphone, là. Surtout des personnes. Je suis à la commission des liqueurs. J'étais à la commission. Ah, OK, bon, OK. Non, ça existe encore, ça. Ou ben non, en régie, ça, on l'entend souvent. Donc, les champagnes, il y a toutes sortes d'histoires là-dessus? Ah, ben, c'est ça. Vois-tu, les champagnes, là, je suis en train de perdre ce que je te disais, mais c'est pas grave. Tu sais, les champagnes, c'est quand même, là, on parlait, ça commence autour de 40-45. C'est toujours une qualité supérieure. T'es à l'extrême nord de tout ce qu'ils peuvent produire, mais ça produit des vins ultra acides. Moi, je me souviens quand j'étais allé chez Veuve Clicquot il y a quelques années, là, ils m'avaient fait goûter les vins, ce qu'ils appellent les vins de réserve.
Comme je disais tantôt, s'il n'y a pas d'année sur la bouteille, c'est qu'il y a plusieurs années dans la bouteille. Là, tu viens de dire quelque chose qui fait, si je comprends bien, si tu vas sur un terroir, tu vas sur un terrain, sur un exploitant, un vigneron, il peut faire du champagne et du vin. Il va faire du champagne et du vin nécessairement ou il va commencer par faire du vin. OK. Parce qu'un champagne, au départ, c'est un vin. Si je vais en Champagne, un endroit où on me vend du champagne, c'est probable qu'on me vende aussi du vin. Ils ont du vin. Ils vont appeler ça du coteau champenois. Du blanc puis du rouge, avec du pinot noir. Mais ils font du vin. Mais là, il faut qu'ils le rendent mousseux, ce vin-là. Là. Ben ça, avant de le rendre mousseux, ils font toutes sortes de mélanges. Parce que, tu sais, tu vas aller, moi, tes Chandon, par exemple. À chaque année, ils veulent avoir le même goût. On sait, nous autres, qu'un vin, à chaque année, n'a pas le même goût. Ça veut dire, dépendant de l'année, la température et tout ça. Puis là, ils font des mélanges. C'est comme la parfumerie. Ah oui, OK, c'est à ce point-là. Un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis un petit peu de tu peux avoir plusieurs cépages? Non, c'est à peu près tout le temps. Ben, t'as 3 cépages autorisés. Soit du chardonnay, du meunier, puis du pinot noir. OK. Sauf que tu vas avoir des années différentes. OK. Puis des terroirs différents. Puis au goût, ils vont dire, OK, là, on a ce qu'on veut. On a retrouvé notre goût. Là, ils font ça avec des cylindres gradués, là. Puis après ça, ben, ils reproduisent ça à grande échelle. C'est comme ça. T'as dit que c'est quelque chose faire du champagne. Mais ça contribue peut-être au prix aussi pour tout le travail que ça prend pour avoir exactement ce que tu veux. Aussi. Là, ben après ça, ben il y a tout le processus là, pour le rendre mousseux. Là. Est-ce que le champagne, tu dirais au fil des années, parce que tu travailles depuis longtemps, là, je vais pas te vieillir, mais est-ce que tu penses, est-ce que c'est démocratisé dans le sens où avant, un champagne, c'était nécessairement la première affaire qu'on buvait, là, tu sais, un genre de 5 à 7, t'arrives, on lève un verre de champagne, la première chose qu'on boit avant même. Mais j'ai l'impression que le champagne, pour certains, il se prend autrement, il peut se prendre en mangeant, il peut se prendre avec les desserts, il peut se prendre avec des fromages, toutes sortes de... Tu sais, avec des sushis, par exemple, champagne, c'est bon. Hein? Hey, on avait fait une dégustation une fois de plusieurs vins, puis c'est le champagne qui était le meilleur avec des sushis. Ah oui? Ça donnait des choses, des fois, qu'on penserait pas. On peut le prendre avec des poissons, avec des fruits de mer. C'est sûr que souvent, on va le prendre en apéro, on va lever un toast. Ça existe encore. Là. Ça, c'est partout. Donc, quelqu'un qui va te voir et dit, moi, je veux faire un cadeau. Puis souvent, tu vas demander dans lesquels prix vous l'allez, là, par exemple. Ouais. Puis un des beaux cadeaux, outre le prix, parce que ça peut être un frein pour certains, mais un des beaux cadeaux, c'est un champagne. Tu te trompes pas. C'est ça que tu me dis, parce que dans le vin, des fois, tu dis des passe-partout, mais le champagne comme tel, tu peux pas te tromper. Ben, tu te trompes pas avec ça. Okay. Comme on disait tantôt, c'est tout le temps agréable, puis on s'achète pas ça. Fait que c'est le fun à recevoir. Parlons un petit peu d'un des repas, la tradition, on parlait de tradition tantôt, la dinde, les pâtés à viande, la fondue, la raclette, des choses qui sont plus hiver. Ouais. Est-ce que les mêmes vins vont s'accorder avec ça? Ben écoute, moi je trouve comme pâté à viande. Tu sais, souvent on sait pas quoi servir avec ça. Ben c'est un mélange de plein d'affaires. Ben c'est ça. Tu sais, puis il faut servir le genre de produit que tout le monde va aimer. Tu sais, c'est pas le temps d'arriver avec un produit de niche, là, quelque chose de bien rare. Là, tu sais, on y va là, largement. Là. Mais avant que tu me répondes, je te donne une assiette normale. Il y a un party du temps des fêtes. Sur la table, on a une dinde. Ouais. OK, bon, ça, c'est la dinde. Ouais. Après ça, on a 2 salades vinaigrées qui sont là, des salades aux betteraves, une autre qui est, bon, peu importe laquelle. 2 salades qui sont là. Après ça, on a du ketchup maison, du ketchup Heinz, c'est très vinaigré aussi. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, t'as du gras avec des... Il y en a qui mettent du jambon. Fait que là, t'as une tablée. En réalité, ma question est simple, c'est je m'enligne sur quoi? Pour mon vin, ici, il y a 8 affaires différentes. Bon, écoute, là, on fait des moyennes, là. Tu sais, tu peux pas avoir un vin pour chaque affaire, là, c'est impossible. On va faire des moyennes. Comme par exemple, moi, je trouve une des meilleures moyennes qui existent. Moi, je m'en vais souvent dans les Côtes-du-Rhône. Dans le rouge, en tout cas. Côtes-du-Rhône ou encore des vins du Languedoc-Roussillon. Tu sais, c'est souvent pourquoi? Je trouve que c'est passe-partout comme vin. Tu sais, c'est des assemblages de grenache, syrah, mourvèdre. Tu sais, t'as du fruit. Puis t'as un petit côté épicé. Sans que ce soit trop puissant, ni trop léger. On est dans la moyenne. Tu sais, il y a certains accords comme ça là où que tu peux pas avoir le vin parfait pour ça, mais c'est pas possible. Non. Tu sais comme par exemple ceux qui là t'es dans le rouge, ça veut dire que si tu veux du rouge, tu sais c'est une autre question, des gens qui aiment le rouge, d'autres le blanc. Si t'essaies pour un repas équilibré, est-ce que tu dois baisser l'intensité de ton rouge parce que le blanc sera pas, je sais pas, j'essaie de voir comment un peu, c'est ça. Tu veux les deux, mettons blanc et rouge. Tu pourrais aller dans du pinot noir. Ça se défend bien, ça. Un pinot noir, ça aussi, c'est assez passe-partout parce que c'est pas très tannique. Tu sais, le tanin, c'est ce qui nous assèche la bouche. Ça, c'est réactif beaucoup avec la nourriture. Par exemple, poisson ou fruits de mer. Mettons qu'on a une entrée de coquille Saint-Jacques. Ouais. On serait porté à prendre du blanc, ce qui est pas fou. Mais si on veut du rouge, un pinot noir pourrait parce qu'il est moins fort. Ça pourrait sauver la mise. Mais c'est pas idéal. Je vais te dire exactement ce que je dis à mes clients.
Là, il m'arrive avec, on mange Toqué Saint-Jacques. Ouais, OK. Bon, mais je veux du rouge. Ben là, on va avoir un rouge. Vous voulez pas un bon blanc avec ça? On n'aime pas ben le blanc. Bon, OK. Dans ces conditions-là, je vais vous conseiller ce qu'il y a de moins pire. Là, ils sont là, puis ils me regardent, un peu comme tu viens de faire. Tu sais, les gens ne voient pas, là. Moins pire avec ça, autrement dit. C'est ce qu'il va y avoir de moins pire. Là, ils sont là, puis ils me regardent, puis ils disent, ouais. Ben, écoutez, c'est ça. On limite les dégâts. Parce que tout ce qui est poisson, des sauces à la crème, tout ce qui est produit laitier, avec les tanins, ça marche pas. Ça développe une amertume en bouche. Alors, mon jeu, c'est quoi? C'est d'y aller avec le moins tannique possible. Un pinot noir, un gamay, par exemple, pourrait faire aussi. Mais ça sera pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux, ça serait un bon blanc. Sais-tu quoi? Je te dirais que la moitié du temps, là. Ben finalement, votre jettes blanc... un doute, tu leur jettes un doute? Je pense qu'on va l'essayer. Bon, ben c'est ça. Essayez-le. Puis la personne qui prend pas beaucoup de blanc, est-ce que pour faire un bon accord qui va plaire, est-ce que tu vas dans le chardonnay? C'est-tu le plus gros vendeur pour Chardonnay, oui. Chardonnay, là, c'est passe-partout. Ça, là, du chardonnay, je te dirais, là, c'est... écoute, il y a des chardonnays boisés qui ont beaucoup moins la cote actuellement, mais t'as beaucoup de chardonnay, t'en as de plus en plus. De toute façon, depuis qu'on n'a plus de vin américain, il y a de plus en plus de chardonnay non boisés. Puis ça, ben écoute, c'est facile. Tu sais, c'est un vin qui est sec, qui est pas acide, qui a quand même un beau fruit. Puis avec les fruits de mer, puis les poissons, c'est magnifique. C'est drôle la circonstance américaine qui fait que les décisions de la SAQ, tout ça. J'ai beaucoup d'amis qui savaient qu'on était, ma blonde et moi, on aime les vins secs, les vins blancs secs. On était très Chablis ou Sancerre ou Pouilly Fuissé qu'on a moins ici. On a du fumé, mais le Fuissé c'est plus dur. C'est plus difficile. Sauf que j'ai plusieurs amis qui, par la force des choses, se sont obligés, ont essayé du Chablis, puis il y en a une gang qui ont dit comment qu'on faisait pour prendre des vins boisés comme on prenait. C'est ça. Ce que l'Australie offrait, ce que la côte ouest américaine offrait longtemps. Exact. Tu sais, là, tu t'habitues à prendre autre chose. Oui, absolument. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi, là. Même, je me disais, si les vins américains revenaient demain matin, on en vendrait-tu autant qu'avant? Là, c'est la question se pose. Parce que les gens s'habituent à boire autre chose, là. Tu y vas dans quelque chose de Je te pose une question d'extrême, parce qu'on aime les stats, puis je pense que ça peut être intéressant. Mettons, quand tu as commencé ta carrière. Ouais. Ça fait 30, 40 ans, comment? 42 ans. Bon, 42 bientôt, vous avez, c'est là, 42 bonne fête. Merci. Donc, 42 ans. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'au départ, mettons, sur 10 bouteilles de vin que tu vendais, t'en vendais, mettons, 8 rouges, 2 blancs, mettons, c'est toi qui me dirais les chiffres après, puis qu'aujourd'hui, t'es rendu à 50-50. Est-ce que ça a changé, autrement dit, l'intérêt pour le blanc et le rouge, au fil de tes années? Ah bah oui. Le blanc est en montée. D'ailleurs, tu l'as dit, hein. Aujourd'hui, là, c'est moitié blanc, moitié rouge. OK, mais là, je disais ça par hasard, là, je savais pas. On est là. Parce qu'il y a eu un temps, écoute, ça peut paraître sexiste, mais tu sais, tu l'entendais. Les femmes vont prendre du blanc, nous autres, donne un bon rouge. Ouais. Ça, c'était le cliché, mais c'est, ou non, du blanc, c'est pas du vin. Je l'entendais, ça, autrefois. Ah ouais. Ah non, je vais avoir un vrai vin, donne-moi du rouge. Heureusement, on n'entend plus ça aujourd'hui. Ah oui, du blanc, c'est pas du vin. Aïe, aïe, les seigneurs. Ah non, un Chablis premier cru, là, tu bois ça tranquillement. C'est quelque chose. Moi, je te dirais que les plus grands vins que j'ai pu goûter dans ma vie, les vins qui m'ont le plus marqué, là, c'était des blancs. Et non des rouges. C'était des blancs. Des blancs, là, avec le côté fruit, la finesse. Des Français ou des Italiens? Moi, j'ai en mémoire, entre autres, là, je pense que c'était un Chevalier Montrachet. On n'a même plus ça aujourd'hui. C'est plus accessible en termes de prix, là. Ça, c'est, c'est 300 prendre ma retraite à 100 ans pour me payer ça. C'est genre 300-400 la bouteille? Une affaire de fou, là? Ah, au moins. Minimum, OK. Oui, au moins minimum, peut-être plus même. OK. Mais ça, mais tu y as goûté? Ah, j'ai goûté. Il y avait une complexité là-dedans, puis une richesse, là, incroyable. Même que si tu l'avales, on dirait que ça peut pas s'en aller. Tu sais, c'est vraiment intense, puissant. Là. C'est vraiment quelque chose. Là. OK. Mais c'est vrai qu'à mes débuts, du blanc, on n'en vendait pas beaucoup. Il faut dire que les blancs, dans ce temps-là, ils étaient pas aussi bons que ceux qu'on a aujourd'hui. Et voilà, l'offre devait être moins bonne aussi. Ah, c'était moins bon. Exactement. Tu sais, moi, de ce que je me rappelle, là, il me semble que les blancs... Black Tower, ça allait mal. Là. Ah ouais. Ben là, on était dans des vins sucrés. Ah, mais on en vendait, là, ça. Black Tower, oui. Ben, si je connais le nom, pourquoi tu penses? On a tous commencé avec ça. Tu sais, les gens de notre génération, là. Des blancs allemands sucrés, les Leib Fromage, les compagnies, tout ça, là. Hein, ça nous ramène un peu à loin. Mais puis aujourd'hui... Tout ce qui est sucré a plus du tout la cote. Mais ce qui était fantastique, Christian, là, les gens vont rire, ceux qui ont mon âge, 60, 70 ans, mais quand tu commences à boire, moi, j'ai trouvé que c'était plus facile. Écoute, on est un peu niaiseux, tu sais, on a hâte de conduire un char quand on a 15 ans, on a hâte d'être vieux, on a hâte de prendre un verre parce qu'on a hâte d'avoir 18 ans, tout ça. Fait que finalement, je trouvais que c'était plus facile de prendre de la bière. La plupart des gens qui ont commencé à boire ont commencé avec de la bière. Ouais. Le vin, souvent, on est pas sûr, tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais le blanc, très sucré, c'est un peu comme les premiers temps que tu prends du café. Tu mets 5 sucres dedans, finalement,
Parce que t'aimes pas le café. Ben oui, mais ça. moi, je trouve que le blanc sucré nous aidait à rentrer dans le vin. Mais t'as parfaitement raison. On commençait avec ça. Tu sais, le blanc était sucré, bon, ça se prenait bien. Tu sais, regarde. Quasiment du Kool-Aid, là, tu sais. C'est plus facile de passer du jus ou encore du Pepsi puis du Coke puis tomber sur un blanc sucré que de tomber sur un blanc sec et acide, là. Quand on reçoit, souvent, on fait un extra, il y a des desserts, il y a aussi des fromages. Ouais. C'est pour ça qu'il faut manger longtemps, parce que quand tu as tout ça en même temps... Mais est-ce que tu te bats encore avec les clients pour le fromage? Parce que tu disais que souvent, le fromage s'accorde mieux avec du blanc. C'est beaucoup mieux. Puis je sais, puis j'ai des frères aussi qui triplent là-dessus, puis des fois avec du fromage, avec certains fromages, je vais même aller jusqu'à comment ça s'appelle le sauterne. Ah, les sauternes. Les sauternes, mais ça, tu peux pas prendre ça avec n'importe quoi là. Non, mais avec un bon fromage, c'est bon longtemps. Mais tu sais là, oui. C'est une bataille toi, une bataille, tu te bats pas avec le monde au point. Mais c'est encore comme ça. C'est pas facile. Ah ouais, on fait un vin fromage, on va avoir des bons rouges. OK. Je trouve la même question. Vous aimeriez pas mieux un bon blanc? Ouais, j'ai entendu parler de ça. Mais l'autre jour, c'était tellement drôle. Il y a une cliente qui est venue. Elle dit, ouais, je vous ai déjà entendu souvent parler de ça. Ben oui, j'ai dit, l'avez-vous déjà essayé? Elle dit non. Ben c'est parce que j'y explique ce qui se passe. Tu sais, avec les produits laitiers, ça développe une amertume. Puis après ça, on goûte notre vin, puis tout le fruit est parti quand on prend le temps d'y goûter comme il faut. Là, c'est pas bon. Juste pour comprendre. Là, si on prend un très bon fromage, mettons un époisse, tu sais, qui sont forts. Oui, mais tu pensais que du rouge, qu'est-ce qui s'éteint? C'est le rouge qui part ou le fromage? C'est le fruit de ton vin qui va s'éteindre. Tu sais, tu vas prendre, par exemple, une gorgée de ton vin. Tu viens de l'ouvrir, prends une bonne gorgée. Il est bon, il est savoureux, c'est plein de fruits, c'est complexe, c'est riche. Puis là, tu vas prendre une bouchée de fromage. Oui. Puis là, tu vas goûter à ton vin. Là, c'est plus le même. Là, tu dis, la première question, là, le fruit, il est passé où? Il y en a plus. Là, tu goûtes, là, les tanins. Tu goûtes une amertume qui était pas là avant. Là, tu dis, mais quand tu prends le temps, là, tu dis, aïe, ça va pas si bien que ça, mon affaire. Si t'as payé cher ton rouge, t'as vraiment pas l'agrément, là. Là, t'as plus de plaisir, là. C'est parti. Qu'est-ce que le vin blanc fait de différent? Le vin blanc n'a pas de tanin. Donc, on n'a pas cette mauvaise réaction, là. Le tanin, c'est ce qui nous assèche la bouche. Tu sais, l'effet cerise. Qui roule dans la bouche. L'effet cerise à grappe un peu, là, tu sais, là. Ah ouais, tu sais, ça nous assèche, là. Mais ça, c'est très réactif avec la nourriture. Donc, les produits laitiers, les poissons, les fruits de mer. Tandis que le blanc n'a pas de tanin. Alors, le blanc garde tout son fruit. Il reste toujours aussi bon. Puis après ça, tu peux reprendre ton fromage, reprendre ton vin. La vie est belle, tu sais, c'est beau comme ça, il y a pas de problème. On va être pratico-pratique parce qu'il y a beaucoup de questions du public qu'on garde au fil de l'année. Moi, j'ai toujours des quand tu vas parler à Christian, le temps des fêtes, blablabla. Fait que là, quelqu'un qui nous demande c'est quoi la bonne façon d'ouvrir une bouteille de champagne ou de mousseux. Y a-t-il une façon intelligente? La façon la plus intelligente. Parce que là, il y en a un qui racontait aussi, il y en a un qui m'a déjà raconté que tu trouves ça en jasant, puis il y en a un qui a reçu, ça peut faire mal, là. Dangereux, ça. Il y a des gens qui sont déjà crevés les yeux avec ça. Et moi, je peux juste te dire qu'une fois, je vais raconter une fois dans un hall d'entrée d'hôtel. Okay. C'est assez haut, un hall d'entrée, c'est assez haut. Oui. On a popé une bouteille de champagne, puis elle s'est rendue au plafond, puis ça a fait une marque au plafond. Fait que je me dis, moi, si j'avais eu le menton, pour moi, il passait à travers. Donc, y a-t-il une façon intelligente pour pas aussi en jeter à moitié, là? Non, ben c'est ça. Ça, là, apparemment que le bouchon, j'avais lu, là, il sort à 100 km/h. À 100. Imagine, faut-tu qu'il y ait de la pression là-dedans? C'est très dangereux. Je sais pas si mon tambour l'arrêterait. Je suis Canadien, faudra voir. Faudra voir. Donc, y a-t-il une façon intelligente? Ben, ça, là, il faut pas faire sauter le bouchon. C'est bien le fun, là, faire sauter le bouchon. C'est festif quand on veut souligner quelque chose, là. Mais sauf que, bon, premièrement, tu risques de perdre beaucoup de liquide. Tu perds du gaz carbonique. Tu vas perdre de l'effervescence. Idéalement, là, il faut pas que t'entendes paf. OK? Ça se peut. Il faut que t'entendes. T'as déjà réussi à faire ça? Ben oui. Moi, je suis trop TDAH. Moi, ça va trop vite, moi. On peut ouvrir du champagne sans entendre paf! Ben là, t'enlèves le muselet. Oui. Puis là, ben, tu te mets pas face. Tranquillement, tu tournes. Puis là, tu le tournes. Tu tournes ton bouchon. Il y en a qui vont tourner la bouteille. En tenant le bouchon? Moi, je suis moins habile comme ça, là, mais moi, j'aime mieux tourner le bouchon là, ça veut dire, pour le décoller. Là, ton bouchon est décollé. Mais là, garde la main dessus. Puis là, pousse, parce que lui, il veut sortir. Puis il y a de la pression. OK, tu veux dire, tu le sens qu'il veut monter, il commence à monter, là, tu le retiens. Tu le retiens. Puis là, quand tu vois que t'es sur le bord de l'avoir, tu l'inclines un peu pour qu'il sorte un petit peu de gaz, ça va faire pshhh.
comme ça. C'est correct. Ça, c'est la meilleure Là, façon. tu gardes le meilleur du champagne. Oui, OK. absolument. Puis t'as pas de perte non plus. Non. C'est sûr que, bon, ça va prendre quelques bouteilles avant de développer un peu la technique, là, parce que des fois... Il y a la folie aussi du temps des fêtes. Souvent, il y a des gens qui achètent un sabre pour sabrer le champagne, mais t'en jettes la moitié à terre pareil. Là. C'est ça. As-tu déjà fait ça? Là? Ben oui. Ah ouais? Ah oui. J'ai jamais essayé. On l'a fait parce que ouais? j'en ai eu même un en cadeau. José Adam m'avait donné ça, un sabre, que j'ai pas, lui, je l'ai pas utilisé, mais mon frère Martin en avait un, puis quand c'était à la fête de quelqu'un, mettons, des frères, nous autres, les frères et sœurs, on est plusieurs, là. Ah ouais? Fait que on le faisait. On achetait, je sais pas si on achetait des champagnes à 100$ parce que on en achetait pas mal, mais il y a une façon pour le faire, tu sais, il nous donnait le truc, il y a comme une ligne. Quand tu regardes la bouteille comme faut, il y a comme une ligne. Ça, là. Il y a une ligne, puis là, tu dois la suivre. Faut pas que tu forces, faut juste que tu glisses dessus. Puis quand tu le fais comme faut, mais ce qui est très drôle, Christian, c'est que souvent on est nerveux parce que tout le monde arrête, tu sais, mettons c'est ta fête, tout le monde regarde, 17 personnes autour qui Christian. Là, qu'est-ce que tu penses qu'il arrive? Tu l'as pas. Ah ouais, c'est ça. Là, t'es mal, t'as chaud dans le dos, là, Ah ouais, tu manques ton coup. Puis à un moment donné, tu varges dessus, brises le chose, il y a de la vitre qui est tombée dedans, tu peux pas le boire. C'est fini. Bon. C'est non, fini. je comprends. OK. On va parler de foie gras. C'est drôle qu'on parle de ça parce que c'est le temps des fêtes. C'est des occasions, souvent on t'achète des choses. On parle de cadeaux, de vin hors de l'ordinaire. Mais foie gras et un vin, mettons, serais-tu un sauterne avec du foie gras? Foie gras et sauterne. Ça, c'est quelque chose là qu'on entend souvent. Mais là, je veux mettre un bémol là-dessus. Calmez-vous. Un gros bémol. Ouais, c'est ça. Parce que ça arrive souvent. T'as des gens me demandent, je voudrais avoir du sauterne. Ouais, c'est-tu pour prendre avec quelque chose? Ah, ben, c'est parce qu'on a acheté du foie gras. OK. C'est quoi le prix d'un sauterne? 30-40? D'essayer d'avoir? Je dirais 40 en montant. OK. Pour le sauterne comme tel. Parfait. Ça peut être 100, 150, il n'y a pas de limite. Là, ça peut même être le château d'Yquem qui est le sauterne des sauternes, là. Okay. Mais je pense que c'est rendu... C'est une région, ça, sauterne? Oui. Ça fait partie de la région de Bordeaux. OK. Au sud de la ville de Bordeaux. Okay. Puis, écoute, un sauterne, comme Château d'Yquem, c'est 1,500 $. Ouch. C'est fait comment, quand tu dis que c'est sucré? On peut se prendre 2 secondes, me dire comment c'est fait, du sauterne? Par rapport, mettons, à un vin blanc, là. Ouais. En fait, c'est les mêmes raisins que pour faire du vin blanc. Sauf que, à l'automne, eux autres, quand la température le permet, les automnes, s'ils sont chauds et humides, il se produit sur le raisin un champignon. Un champignon qui vient attaquer le raisin, faire un paquet de petits trous là dans la peau. Puis là, ben c'est sûr que l'eau s'évapore. Et ce qui fait que si l'eau s'évapore, ben le raisin devient de plus en plus concentré en sucre, en goût, en acidité, en tout là. Okay. Et ça donne un jus qui est très 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 épais. Puis là, ben tu vas vinifier ça comme un blanc. Okay. Sauf que, on a beau dire que les levures aiment le sucre, là, mais il y a des limites à un moment donné. T'es rendu à 12-13% d'alcool décréé, il reste encore un bon paquet de sucre qui n'a pas été transformé. Ce qui fait que c'est un vin blanc qui est très, très, très sucré. Il y en a pas de temps de vin, parce qu'il y a des gens qui disent, c'est du vin sucré, t'as peu. Sauterne, oui. Ouais. Mais tu sais, des vins blancs qui sont très sucrés, qui sont pas de sauterne. Ben, il s'en fait ailleurs, comme par exemple dans Vallée de la Loire. OK. Là, je pense au Moulin Touchet, entre autres, les Quarts de Chaume. Il se fait des vendanges tardives dans le sud-ouest aussi avec les Jurançons. Vendanges tardives, c'est un petit peu le même principe, mais il n'y a pas de champignons. C'est que c'est comme nos arbres. Tu laisses aller plus longtemps. Les arbres ont perdu nos feuilles, là, ont perdu leurs feuilles. Pas nos feuilles. Si on a perdu tes feuilles, mais dis-moi tout de suite, on va aller en chercher. Ah, ouais. On va tout lire trop. Ah ouais. Si on perd du bien ça, ben oui. Fait que là, la sève est rendue dans la racine. Tant que c'est pas nos chèques, c'est mieux des feuilles que des chèques. Ah ouais, okay. Oui, c'est ça. Fait que là, le raisin se concentre en sucre aussi, puis ce qui fait que ça donne un vin qui est hyper sucré. Essentiellement, c'est pour prendre, quand on revient au foie gras, ouais. c'est pas idéal. Là où je mets, ben oui, parce que c'est onctueux avec quelque chose de sucré. C'est très bon, c'est parfait. Sauf que, moi, je dis aux gens, écoutez, vous allez prendre quand, là, votre foie gras? Ben, on va prendre ça en entrée. Ouais, en entrée avec un sauterne. C'est parce que là, c'est comme commencer un repas par le dessert. Dans ta bouche, tu mets du sucre, c'est ça? Oui, c'est sucré. Ce qui va suivre, c'est pas très, idéal. Très, très sucré. Ce qui va suivre après, là, ça marche pas, là. Moi, je me dis, deux choses. Premièrement, prenez votre foie gras à la fin. Ça va être bon. Avec un sauterne, ça va être correct. Plus proche du fromage est moins pire qu'au début. Ouais, c'est ça. Ou juste avant le fromage, avec le sauterne, ça peut être parfait. Ou encore, écoute, prenez autre chose. Prenez soit un blanc qui va être sec, mais avec beaucoup de fruits. Ça peut être ça. Comme un pinot gris d'Alsace pourrait faire aussi. Okay. Ou même, moi, quand je suis allé là dans le sud-ouest de la France, là, dans la patrie du foie gras, justement, ils prennent jamais ça avec du sauterne. On prenait ça avec des rouges, imagine, des Cahors, des Madirans, puis ça passait. Ça passait. Pas très costauds, c'est des rouges costauds? C'est des rouges costauds. C'est des rouges costauds assez tanniques. Mais ça bien que ça se soit calmé depuis le temps. Là. Mais ça le faisait.
Mais ça faisait pareil. Mais ça faisait. T'sais, c'est pour ça que oui, OK. Foie gras sauterne correct, mais avec un bon bémol dessus. Vu qu'on a dans des assemblages puis les façons d'associer les choses, allons-y avec le chocolat. Ben, chocolat, c'est un peu la même chose. Tu sais, chocolat et vin, oui, mais ça prend un chocolat noir. Ça prend un chocolat là, à très haut pourcentage de cacao. Chocolat au lait, aéro, là, ça marche moins. Là. Non. Non, mais je comprends. Non, ça s'accorde avec rien, là. Je comprends. Non, avec un Pepsi. C'est trop. Ouais, puis encore, c'est ça. Ton Pepsi va mal pareil. C'est trop sucré. OK. C'est trop sucré. Tu sais, pour qu'un vin va être bien avec un dessert, hein, il faut qu'il soit plus sucré que le dessert. Là, c'est vraiment pas un connaisseur qui parle, c'est moi, là. En partant, je vais me présenter. Mais souvent, moi, par plaisir, à la fin d'un repas, mettons, bien arrosé de la famille puis tout, quand on a un repas spécial. Ouais. Souvent, mettons, une demi-heure après, je vais prendre un bon verre de rouge avec un chocolat noir. Pourquoi je trouve ça bon? Ben, tu vas peut-être me dire que c'est pas le meilleur accord, là. J'ai aucune idée. Ben, j'ai pas de problème avec ça. Si c'est un chocolat noir, moi, je trouve c'est correct. 70%. 70, même 80, 85, ça sera encore mieux. Tu sais, parce que, oui, t'as du tanin là-dedans aussi, là, dans le chocolat. T'as remarqué ça aussi, ça sèche la bouche, là. C'est ça. Plus t'es en haut, plus t'es proche de 80, là, t'as du tanin comme faut. C'est ça. Si ton vin rouge est quand même assez fruité, sans être sucré, ça va passer, ça. Donne-moi un exemple, parce que le monde, moi, je suis vraiment nouille. Fruité par rapport à sucré dans un rouge, c'est quoi? Ça pourrait être un Cabernet Sauvignon, par exemple. Ça va être plus fruité ou? Plus fruité. Tu sais, dans le sens, tu vas avoir des arômes, là, de fruits noirs, un peu comme le bleuet, la mûre, des choses comme ça. Puis ça, si ton chocolat pas trop sucré, ça va être correct. Parfait. Mais s'il est sucré, ça va faire mal paraître ton vin. Parce que là, ça va enlever gustativement du côté fruit à ton vin. Ce qui va ressortir, c'est l'acidité et les tanins. Donc là, ça devient moins intéressant un petit peu. Est-ce que on devrait, par principe, quand on arrive dans le temps des fêtes, parce qu'on est dans le temps des fêtes, Christian, éviter des vins de garde comme cadeau? Ben, à moins de savoir si la personne va le garder. Ouais. Moi, je pose tout le temps la question. Ouais, c'est bien beau, là, mais ça, c'est un vin de garde. Un Brunello di Montalcino, par exemple, ou un Barolo, des choses comme ça. Premièrement, savez-vous si la personne aime ça? Je pense que oui, il m'a dit de faire, OK, il aime ça, c'est correct. On va prendre ça pour un oui. Bon. Puis maintenant, est-ce qu'ils vont le garder? Je suis pas sûr, je pense pas, non, ils vont prendre ça bientôt. Bon, ben là, on va changer de sorte d'abord, on va prendre autre chose. Juste là-dessus, c'est un vin de garde qui peut se bonifier avec le temps, c'est un peu ça que ça veut dire? Bon. Exactement. Est-ce que nécessairement, si tu le prends trop vite, t'auras jamais la qualité de ce vin-là? C'est ça que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tu vas l'aimer pareil. Ça parce qu'on connaît pas assez pour... Mais il est pas à son maximum. OK, je comprends. Il donnera pas tout on ce l'aimerait, mais on n'aura pas tout ce qu'on pourrait avoir. Tu pourrais avoir beaucoup de tanins, puis tu sais... Comment je te dirais, on dirait le vin va être un peu carré, là. Tu sais, ça accroche un peu, là. Tu sais, du tanin, de l'acidité. Mais par contre, en vieillissant, tout ça, ça s'oublie. Et là, j'ai une question, je pense que je t'ai jamais posée, ou je te l'ai déjà posée, puis je deviens Alzheimer, je sais jamais. Mais qu'est-ce qui fait, c'est-tu la méthode qui fait qu'un vin va devenir de garde puis un autre non? Comprends-tu? C'est pourquoi si je fais une série de vins, puis tu vas me dire, non, ça, oublie ça, garde pas ça, après 5 ans, c'est fini. Ouais. Puis l'autre, tu peux le garder 40 ans. Hein? Là, je me dis, c'est parce qu'il est mieux scellé. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait. Explique-moi qu'est-ce qui fait qu'un vin va être de garde, peut être de garde, mettons. C'est très, très simple, dans le fond. Ça part du raisin. C'est la qualité de ton raisin, en partant. Un vin de garde, là, c'est les meilleurs raisins. Les vignes les plus vieilles, les terroirs les plus pauvres. Parce que les terroirs pauvres donnent des meilleurs raisins. La vigne, faut qu'elle travailler la vigne. Oui, la vigne, faut qu'elle travaille fort. Elle produit pas beaucoup, mais chaque raisin est bien alimenté. Donc, ces raisins-là, vont avoir un goût extrêmement puissant. Alors, ça va se refléter dans le vin, ça. Ça va donner un vin qui est puissant et qui va avoir plus de tout. Plus d'acidité, plus de tanin, plus de fruits, qui va se développer à la longue. Tu pourrais faire du vin, si tu veux, avec des raisins de l'épicerie. Sauf que t'es manges comme ça. C'est pas agressif. Non. Ça va te donner un vin qui goûte à rien non plus. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret. OK, si tu prenais au moment où il cueille, ces raisins-là, est-ce qu'ils seraient bons? Il serait très intense? Il serait bon. Dans le sens que, c'est parce que tu prends des raisins, je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de faire ça dans des vignobles, là, oui. Ben oui. Mais à chaque fois, j'étais trop tôt, puis je te dis que c'est pas bon, bataille, ça. Ben, tu sais, c'est parce que ces raisins-là, premièrement, la peau est très épaisse. Surtout les raisins à vin rouge. Tu sais, là, ben, tu manges ça. C'est des tout petits raisins, hein. Moi, je dis souvent, c'est gros, à peu près comme des gros bleuets, Oui. Puis là, c'est tout petit, puis c'est bourré de pépins, en plus. C'est pas agréable à manger. Mais par contre, c'est hyper sucré. C'est très, très, très sucré. Donc, ça compense un peu pour l'acidité puis les tanins, mais c'est pas très, très agréable à manger. Mais tout part du raisin, tout part du pied de vigne.
OK. C'est le début. On parlait de vins de garde qui sont peut-être à éviter quand on n'est pas sûr à qui on le donne puis quel est son intérêt. Est-ce qu'on dirait la même chose des vins oranges? On entend parler des vins oranges, mais moi, il n'y a jamais personne dans mes amis qui m'a servi ça. Tout ça. Ouais. Fait que je sais pas, je me dis, c'est une mode, il m'en manque un bout. Là. Ben, c'est une mode qui est un peu en déclin d'ailleurs. Ça a monté très vite, ça a rebaissé aussi vite. Mais malgré que ça va toujours rester. Peux-tu rappeler c'est quoi un vin orange? C'est un vin blanc qui est fait comme un rouge. Parce qu'un vin blanc, habituellement, on va prendre juste l'intérieur du raisin. On prend pas la peau. On s'occupe pas de ce qu'il y a là-dedans. On presse, on prend le jus, et on fait de la vinification. Tandis que dans le rouge, on fait tremper les peaux parce que la couleur, les tanins sont là-dedans. Mais là, on va faire pareil avec des raisins à vin blanc, des raisins verts, autrement dit. Oui, je comprends. On garde la peau, on fait tremper ça. La peau va colorer. Elle va colorer. Ça prend une teinte un petit peu orangée. Puis en même temps, ça va amener du tanin dans le blanc qu'on n'a pas d'habitude. Donc, tu goûtes ça, puis tu dis, ouais, c'est pas du blanc, pas du rouge non plus, c'est mais la clientèle c'est pas dans mon panier non plus. C'est ça, exact. C'est pas très vendeur là. Non, c'est pas très vendeur. Okay. Il y a une clientèle spécifique pour ça et c'est un segment de la clientèle qui est très étroit. Donc c'est pas une bonne chose à donner en cadeau à moins que vous sachiez que la personne en question aime ça. J'avais une question sur un vin. Si j'ai un vin, mettons, je connais pas ça, c'est peut-être un vin bio, c'est peut-être un vin nature, peu importe, un vin avec une appellation différente. Et quand je regarde la bouteille, j'abrasse un peu, c'est comme embrouillé. Tu sais ce que je veux, un peu comme il y a des bières comme ça qui sont brouillées. Tu sais, des blanches sont plus comme ça. Ouais, mais dans le vin, quand je vois, mettons, moi, je pars en courant dans ça. Là, je sors par la vitre, même pas par la porte, tellement que ça me fait peur des vins embrouillés. Parce que j'ai déjà eu un, j'avais vraiment pas aimé ça. Mais est-ce que c'est un signe ou ça peut être normal? Ben ça, là, on parlait de vin orange tantôt, là, on voit ça des fois dans les vins oranges. C'est des vins qui sont pas filtrés, puis bon, encore là, tu sais, le dépôt, c'est quoi? C'est du tanin, c'est beaucoup de tanin. Il y a des rouges parfois où tu vas avoir du tanin, puis des fois c'est écrit sur la bouteille. Des fois c'est écrit peut contenir du tanin. Moi, c'est tout drôle, parce que la plupart du temps où c'est écrit, j'en ai jamais vu, en tout cas. Puis j'en ai vu il y a pas longtemps sur une bouteille, c'était pas écrit du tout. Mais ça veut dire que le vin a pas été filtré. Puis pour un rouge, ça peut être un signe de qualité. OK. Oui. Parce que c'est beau, là, tu vas passer ton vin dans un filtre, il va devenir ultra limpide. Super beau à regarder. Mais tu y enlèves beaucoup de goût en faisant ça. Tu y enlèves du goût. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire, non, on fera pas de filtration. Ou on va procéder par sédimentation. Est-ce que c'est ça qui fait que de temps en temps, ça m'est arrivé de prendre des bons rouges, pas à 500$ la bouteille, mais il y a beaucoup de dépôts dans le fond? Ah oui, des fois c'est ça. OK, donc ça peut être un signe de qualité, oui. Ça peut. Oui, c'est parce que ton dépôt dans le fond, ça peut être deux choses. Ça peut être ça, un vin qui n'a pas été filtré beaucoup. Qui peut donner du goût, dans le fond, ça peut donner du goût. Absolument. Faut juste pas remélanger ce dépôt-là, par exemple, parce que c'est très, très, très tannique. Donc, faut pas brasser la bouteille, là, pas ça. Okay. Même le mieux, là, c'est de laisser la bouteille debout peut-être une semaine ou deux avant de la prendre, là, pour que les sédiments descendent dans le fond, là, pour éviter de les prendre parce que c'est très, très, très tannique. Okay. Pas poison. Ils sont là pour une raison, mais si t'es brasses, là, tu vas être pogné pour les boire, c'est pas bon. Non, c'est ça. Ton vin va venir flou, pis c'est pas bon. Mais si t'as un très vieux vin, parce que les vieux vins en vieillissant, les pigments de la couleur puis les tanins deviennent solides, s'en vont dans le fond de la bouteille. Mais encore là, il s'agit là, de pas les boire, tout simplement. OK, là, on a plein de questions. On va répondre. Docteur Christian va nous répondre à ça. Qu'est-ce que tu constates comme erreur la plus fréquente que les gens font en achetant du vin? Ça, là, l'erreur encore la plus fréquente, je sais qu'on tape sur le clou depuis longtemps, puis toi, puis nous, on en a parlé depuis des années, c'est la température. OK. Encore cette semaine, quelqu'un m'a dit, ouais, mais mon rouge, là, dis-moi, quand je prends du rouge, là, à quelle température vous le prenez, votre rouge? Mais à la température de la pièce. Ben non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que là, l'alcool... Il est trop chaud? Oui, il est trop chaud. Puis les brûlures d'alcool prennent le dessus sur le fruit puis sur tout le reste. C'est désagréable. C'est toujours frais sans être froid. Tu sais, on parle de 16 degrés. Là, pour, tu dis un truc, mettons que quelqu'un veut les garder au frigidaire, t'es sors combien de temps avant? Mettons qu'il était au frigidaire, ton rouge. Mettons pour les blancs. Les blancs. Mettons un blanc, là, oui, les blancs, on les prend plus froid. Parce que ça, c'est l'autre erreur. C'est que des fois, les blancs, on va les prendre beaucoup trop froid. On goûte plus rien. Même au magasin, nous autres, on a des frigos, là, pis tu sais, des fois, je dis aux clients, mettez votre main là-dessus, là, mais pas froid de même, là. Là, ça goûte plus. Parce que là, tu perds complètement tout le fruit qu'il y a dans le vin. Ça goûte rien que l'acidité. Ça, un blanc comme ça, tu sors ça sur le comptoir à peu près 15-20 minutes avant de le prendre. Qui réchauffe un peu. Là, tout le fruit va revenir. Fait quand moi, je mets de la glace dans mon blanc parce que je suis colon.
parce que tu sais que je le fais, surtout l'été, là, mais dans le rosé, ça me gêne pas parce que j'ai vu des producteurs le faire au sud de la France. Mais il faisait 37 aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est différent. La vitesse que je bois, là, la dame a dit, je me rappelle la dame, la productrice, elle dit, la vitesse que vous descendez ça, la glace, elle n'aura pas le temps de fondre. C'est très drôle. Mais donc, on fait les deux erreurs. Rouge et blanc sur trop froid, puis l'autre trop chaud. L'autre trop chaud. Puis le rouge, ben, écoute, idéalement, là, une demi-heure à 45 minutes de frigo avant de le prendre. Frais, sans être froid. OK. Là. Je l'ai sur mon comptoir, je le mets dans le frigidaire 3/4 d'heure, je le sors, puis là, il va être correct. Exactement. Là, c'est parfait. Mais ça, moi, je dirais que c'est la plus grosse erreur, là, que les gens font. Une autre erreur que je pourrais déceler aussi, c'est au niveau du vin blanc. Malgré que c'est moins pire que ça a déjà été. Des fois, là, moi, là, je paierai pas 30 $ pour un vin blanc. C'est pas du vin. Non, on va prendre ça pour du rouge, mais pas pour du blanc. Ben oui, là, ils vont prendre des blancs de qualité d'entrée de gamme, si on veut. 14 là, piastres, après ça, ils vont dire, ben c'est ça. Là, ils vont dire, ben finalement, du blanc, pas si bon que ça. Ben oui, mais investissez un peu, là. Si vous mettez autant d'argent sur le blanc que sur le rouge, vous allez voir qu'il y a des blancs que, oh là là, c'est... vous allez avoir envie d'y revenir. Ouais. C'est impressionnant. Ça peut l'être impressionnant. Absolument. Si quelqu'un veut, ça fait drôle de dire ça aujourd'hui, là, mais mettons, il veut boire sans payer trop cher. Tu dis commencer par quoi? Une affaire que tu penses qu'il va aimer, là. Ouais, je sais pas. Un chardonnay, c'est encore quelque chose? Chardonnay, oui. Hein? Ça, des chardonnays, là, t'en as tous les prix, là. Complètement. C'est sûr qu'il y a des pays qui ont des meilleurs rapports qualité-prix que d'autres. C'est sûr. T'sais, moi, je dis souvent, là, comme j'ai fait un article, là, il y a pas longtemps. Portugal, c'est encore vrai? Ah, oui. Plus que jamais. Portugal, là, c'est des vins qui ont du goût. Des vins qui ont une certaine intensité. Mais tu sais, pour 14-15 $, tu vas avoir de quoi, là, il y a de quoi dans le verre, là. C'est ça qui est impressionnant. C'est sûr que des pays comme le Chili aussi, ça peut être très... L'Afrique du Sud. Très bien. L'Afrique du Sud ont des très, très, très beaux vins. Par contre, si à l'autre extrême, on s'en va en Bourgogne, là, tu vas payer cher. Moi, je le dis souvent, là, ça me gêne pas. C'est les plus mauvais rapports qualité-prix du marché. Pas que c'est pas des bons vins. Non. C'est trop cher pour ce que t'as. C'est que la Bourgogne, c'est connu mondialement. Et c'est tout petit. C'est petit. C'est pas des productions énormes. Alors, c'est le principe de l'offre et la demande à ce moment-là. La demande est plus grande que l'offre, fait que les prix augmentent. Quand tu parlais de la Côte-du-Rhône dans ce podcast-là, c'est parce que plus de, il y a du volume? Y a-tu du volume? Oui, il y a du volume. Puis ça, c'est le genre de vin, là. Bon, on s'en sort tout le temps avec ça. Tu sais, moi, je dis souvent aux clients, ça, là, tout le monde va aimer ça. C'est ça qu'on va entendre des fois. Ben oui, c'est ça. Tu vas aller quelque part où tout le monde va dire, il est bon ton vin. Je sais pas quoi amener, je sais pas ce qu'on mange. Ben, regarde, un bon Côte-du-Rhône, là. On va y aller avec ça, du beau fruit, un petit peu côté épicé. Ça va être parfait. Tout le monde va aimer ça. Les assemblages, moi, j'aime ça pour le rouge, mais ça se fait ça autant pour le blanc? Ça se fait pour le blanc. Ben, le plus bel exemple, c'est les Bordeaux. Mais quand tu parlais de champagne, c'est un peu des assemblages. C'est des assemblages. Okay. Il y en a presque toujours dans le champagne des assemblages. Souvent, tu peux avoir un seul cépage, qui est le chardonnay, comme tu peux avoir un seul cépage, qui est le pinot noir. Mais par contre, d'années différentes ou de crus, de terroirs différents aussi. Donc, c'est des assemblages, ça aussi. Tu peux avoir un seul cépage, mais qui est assemblé. Je trouve ça intéressant quand on voit l'assemblage. Dans le rouge, en tout cas, je l'ai vu. Je pense qu'en Côte-du-Rhône, il y en a justement des assemblages. Exactement, il y en a. Puis, t'as les pourcentages. Fait que mettons, tu vas avoir 75% ou 85%, un petit 5, un petit 4, un 3. C'est drôle. Comme s'ils venaient dire, OK, on va donner une petite... C'est ça. Tu sais, on va rectifier un petit peu de tanin en ajoutant un peu de syrah. Puis, parce que dans Côte-du-Rhône Sud, c'est beaucoup, là, des cuvées GSM qu'on a fait, le Grenache, Syrah, Mourvèdre. C'est quasiment tout le temps ces trois cépages. Est-ce que dans les questions que les gens te posent, Christian, il y a beaucoup le rapport qualité-prix, c'est-à-dire on regarde le prix pareil, là, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Le rapport qualité-prix, c'est souvent ce qu'on cherche. C'est souvent ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on a pour le prix qu'on paye, à condition que ça tombe dans nos goûts. Tu sais, parce que là, il y a toujours la question du goût personnel là-dedans. Tu sais, t'as beau avoir un vin, tu te dis, tu sais, moi des fois je peux te dire, hey, tel vin là à 40 $, là, c'est extraordinaire. Mais faut que ça tombe dans ta palette de goût aussi, parce que oui. Moi, j'entends souvent, c'est drôle parce que c'est un peu l'article que je viens de faire d'ailleurs. J'entends souvent, moi, des gens qui disent, le vin, c'est pas une question de prix, ça. Ben, moi, je pense que oui, c'est une question de prix. Je compare souvent ça aux voitures. Tu sais, une voiture à 30 000, une à 80 000. Ça se peut qu'il y ait une différence. Les deux ont 4 roues ben volants, mais c'est pas pareil quand on les conduit. Puis dans le vin, c'est pareil. Tu sais, on parlait de qualité de raisin tantôt. Il y en a qui ont vieilli en tonneau, d'autres pas. Ben, tout ça a une influence sur le prix. Les desserts du temps des fêtes, on a skippé ça un peu. Tantôt, on a parlé du fromage, tout ça, mais les desserts, bon, il y a toutes sortes de desserts, mais si tu veux un vin, mettons, ça serait blanc ou rouge? Ça dépend c'est quoi. On a parlé de Sauterne tantôt. Ouais. Qui est, d'abord et avant tout, c'est un vin de fromage.
Quand on va voir les producteurs de Sauternes, là, ouais, on peut le prendre avec un dessert, mais c'est un vin qu'on fait ça comme du fromage. Bon, mais ça se prend avec un gros desserts. Bleu, c'est ça? Un gros bleu avec ça, c'est magnifique. Okay. Oui. Mais tu peux prendre un dessert avec ça, mais il faut toujours avoir en tête que le dessert, en fait, là, faut qu'il soit moins sucré que le vin, si tu veux que ça marche. Moins sucré que le vin. Ouais. Okay. C'est là que ça accroche des fois. Tu sais, des fois, il y en a qui m'arrivent, hey, on prend une tarte au sucre. Pas grand-chose qui va avec ça. Un bon café, peut-être. Tu sais, je peux vous en vendre un vin, mais ça marchera pas. Ça marchera pas parce que vous sentirez plus le sucre que dans le vin. Ça va vous paraître acide, ça va être désagréable. Puis si votre dessert est plutôt au chocolat, là, c'est le temps d'y aller peut-être plus sur le Porto à ce moment-là. Parce que le rouge va mieux avec le chocolat. Porto, en vendez-vous encore? Beaucoup moins qu'avant. Il y a eu une mode. On avait des murs de Porto avant. Même, il y a été un temps qu'au Québec, on était les plus gros consommateurs de Porto de qualité au monde. Mais maintenant, c'est plus ça. T'es allé au Portugal avec ta femme. Ouais. Est-ce que vous êtes allé à Porto? On est allé à Porto. As-tu bu des Portos de là-bas? Oui, j'en ai bu là-bas. Ah oui. Ils nous en ont fait goûter. Mais t'es pas revenu en amour avec le Porto, là. Ben, tu sais, on a goûté, puis on a dit, c'est vrai, c'est bon. Oui, c'est bon. Ben, tu sais, quand on est sur place, tout est meilleur, tu sais. Ouais. Puis là, quand on est revenu, on n'a pas eu l'idée de s'en racheter. Non, on y a pas repensé. OK. Un vin, je connais pas personne, je t'ai invité chez des amis que je connais pas, puis je vais acheter un vin. Ouais. J'achète quoi? On s'en va encore là, comme je disais tantôt, moi, là, ma place, là, sécurisante, là, on s'en va dans le Rhône, dans le Languedoc-Roussillon. Juste assez fort, pas trop. Rouge et blanc ou? Dans le blanc, moi, je m'en vais dans le Chardonnay. Un Bourgogne. Français? Des Bourgognes blancs. Des Bourgognes blancs, il y en a tous les prix, hein. Ça commence à 20, 22, 23, là, puis en montant, là. Mais on se trompe pas avec ça. Parce que le Chardonnay non boisé a la cote, est à la mode. Le bois, pas tellement. J'ai essayé quelque chose, je riais parce que j'ai acheté un genre de bouchon qui, semble-t-il, peut se mettre sur un Prosecco ou un champagne. Oui. Sauf que ça dure pas longtemps. Comment ça dure pas longtemps? Ben, c'est-à-dire que quand tu mets le bouchon là, pour qu'il garde sa pression, là, moi, je l'ai laissé, je sais pas, 2-3 jours, puis j'ai pris ça, il était beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de bulles dedans. Ah, ouais. C'est peut-être pas le bon bouchon, mais c'est ceux qui ont, tu sais, ceux que tu descends comme ça, tu clips, là. Ça clipse dessus, là. Ben, j'utilise ça, moi, puis ça va bien. Combien de temps tu gardes ça, clippé, mettons? Des fois une semaine. Puis tu l'ouvres, puis il est pareil? Il est pareil, il est encore bon. C'est peut-être les 2 gorgées que je prends tous les soirs en l'ouvrant. Ah ben là peut-être. Le gars, il l'ouvre tout le temps, hein? Ah ouais, c'est ça. Ben c'est sûr que plus tu l'ouvres souvent, plus tu vas perdre du gaz carbonique. Ben c'est ça. Mais bon, c'est ça. Entre nous, de toute façon, personne, hein. Rien que nous autres qui le sait. Ah oui, je sais. Est-ce que t'as de la demande sur les spiritueux? T'es moins spécialiste, je sais. Moi, je suis moins spécialiste de spiritueux. Il y en a. C'est sûr qu'il va se donner en cadeau des grands scotch, par exemple, des choses comme ça. Encore là, c'est pour amateurs avertis. Tu sais, c'est parce que ça, c'est un monde, ça aussi, là. Puis il y en a, tu sais, il y en a tous les prix là-dedans. Puis c'est des alcools forts. Mais les alcools forts, faut vraiment savoir à qui on donne ça. Moi, je trouve que c'est la question primordiale. Tu sais, parce que quelqu'un qui en prend pas, ben là, à ce moment-là, c'est peut-être pas le meilleur des cadeaux, là. Faut pas trop improviser là-dedans, là. Je suis impressionné de voir, parce que c'est pas comme ma génération, c'est une autre, là. Moi, je suis à la fin des baby boomers. Je regarde la génération actuelle de mon plus jeune, qui a 23 ans, donc les Z, c'est le même qu'on les appelle, la génération. Ouais, je pense. Les plus récents. Et eux autres, dans leur party, c'est du Saint-Germain, des cocktails, puis inspirés de spritz, là, mais avec de la liqueur de sureau, puis de la patente. C'est ça. Mais ils sont pas, puis un peu de vin blanc. Mais ils sont très, très cocktails. Puis moi, je me rappelle, tu te rappelles-tu, t'es 18, 20, 22 ans, t'as pas cocktail zéro. Puis il y en avait des cocktails, mais c'était du Saint-Zano, c'était ça nous intéressait pas beaucoup, ça. C'était très sucré, c'était sucré. Mais tu sais, dans le temps, nous autres, c'était de la bière. Après ça, on tombait sur le vin. Oui. C'est ça. Moi, je suis resté sur le vin. Il reste que, mais ça, c'est un problème, hein. Ben, tant mieux, les jeunes, c'est correct, là. S'ils sont sur les cocktails. Mais les cocktails, c'est 16 à 20 piastres du verre aussi, là. Ah oui, dans des petits verres fancy. Peut-être annoncer que si tu bois vite comme moi, là, t'es à 100 piastres vite fait, là. C'est ça marche pas. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu vois comme problème? Le problème, au niveau des producteurs de vin, c'est que
la consommation du vin est en déclin dans le monde. OK. Hein, partout. Puis la génération actuelle montante. Ils sont pas là. Ils sont pas là. C'est pas des amateurs de vin, ils en prennent pas parce que pour eux autres, le vin c'est la boisson de mon père, de mon grand-père, puis c'est pas à mode, on est ailleurs, on est rendu ailleurs. C'est pas tendance. Ça inquiète beaucoup les producteurs de vin. Ça c'est intéressant comme point. Énormément. Ils sont même quand je vais les visiter, on est allé encore là dans le sud-ouest de la France. Ils vont te parler de la relève. Ils en parlent. C'est plus comme avant. Même je disais là à Bordeaux. Il y a des vignes à perte de vue à Bordeaux là, je pense que tu oui. Puis écoute, ils arrachent la vigne. Le gouvernement subventionne de l'arrachage de vignes parce qu'il y a trop de production, sont en surproduction. Puis il y a même des viticulteurs c'est comme des quotas dans le fond. Ce qu'ils font, c'est pas quasiment des quotas. S'ils arrachent les vignes, c'est parce qu'il y en a trop. Parce que là, c'est tout le monde va souffrir dans le fond. C'est ça, exactement. Tu sais, la production est plus forte que la consommation. Fait qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que là, tu tombes en surplus. Il y a un producteur, là, je lisais, il dit je vends mon vin moins cher que ça me coûte pour le produire. Tu peux pas vivre faire ça longtemps, là. Non. Tu sais, c'est ça, là, non, il y a des gros problèmes, là, dans le monde du vin actuellement, là, pis ça paraît. Les ventes de vin sont en baisse. Mais je pense que la bière, c'est pareil. Tu sais, même les producteurs de bière au Québec, les compagnies brassicoles, tout ça du Québec, avec la pandémie, il y a une gang qui s'est lancée là-dedans. Il y en a qui ont lancé dans le gin. Dans le gin, c'est la même chose. La vodka, il y a beaucoup de produits québécois. Puis mais quand on jase avec des gens qui sont là-dedans, ils disent, tabarouette, la consommation. D'abord, autre chose. Faut ajouter à ta problématique actuelle. Mm-hmm. Moi, c'est pas scientifique, mais dans ma famille, j'ai des neveux. J'ai mon fils qui a 23, j'ai mes fils qui ont 32 puis 34, puis leurs cousins qui ont 35, 36, 40. Dans ces âges-là, les neveux. Donc mes frères et sœurs, leurs enfants. Et sincèrement, puis c'est des gens qui sont sportifs, puis ont fait du sport, puis bon, ils sont capables de prendre 2-3 bières sans s'énerver. Ben ouais, c'est ça. Mais plusieurs là-dedans régulièrement prennent de la bière sans alcool. Ben, ça, là, c'est sûr. C'est en montée, ça. Il y a des compagnies, j'ai lu récemment qu'il y a des compagnies qui ont dit, nous autres, pour survivre, ça presse qu'on ait nos produits sans alcool. Parce que il y a de la demande, pas juste, puis tu sais, le côté, des fois, au départ, il y avait des femmes, mais encore ça, c'était très sexiste il y a 20 ans. Quand il y a eu les premières bières sans alcool, c'était pas buvable. Non, c'était pas bon. La Bitburger, des affaires de même, mais la méthode a changé. Il y avait de la bonne bière aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est chère. C'est ça que vous me aviez expliqué, d'ailleurs, toi, puis comment il s'appelle, ton collègue, là, voyons, je veux dire son nom. Luc Lescarbot, c'est ça. Vous aviez fait un podcast ensemble, il disait, la façon de faire la bière sans alcool, maintenant, ils font comme une vraie bière, puis à la fin, ils enlèvent l'alcool. C'est ça, puis ils font la même chose, là, dans le vin. Ah oui? Ils font la même chose. Est-ce que ça a réussi le vin? Non, hein? C'est dur. Mais la bière, c'est un succès. La bière, c'est un succès, mais c'est plus facile dans la bière, parce que c'est une recette. Tu sais, la bière, là, tu peux jouer avec les céréales, tu peux jouer avec le houblon, avec les épices, mais dans le vin, t'es dans le raisin, là. Fait que là, c'est pas facile. Je comprends. Il essaye de le faire, mais c'est pas un succès tant que ça. C'est ça. Puis je jasais, là, quand je suis allé justement en France cet été, je jasais avec un Français, puis lui, il disait la même chose, hein. Il dit ça, là. Il dit, il y a de l'avenir dans le sans-alcool. Puis il dit, il travaille là-dessus, puis à un moment donné, ça va y être. Actuellement, c'est pas tout à fait ça. Peut-être le blanc en premier, le blanc, c'est mieux. Le rosé, les mousseux, pas si mal. Le rouge, c'est difficile. C'est parce que, qu'est-ce qu'ils font, là? Ils font un vin, mais ils retirent l'alcool. Mais là, ton alcool, faut que tu la remplaces par autre chose. T'as pas le choix. Du sucre, ça va être du sucre? Ça va être du sucre. Parce que l'alcool a un goût sucré. OK, fait que tu vas avoir autant de calories dans le fond. Sinon plus. Puis moi, les gens regardent ça. Là. Ouais, c'est ça. Tu dis pas d'alcool, il y aura pas de calories, mais si tu mets plein de sucre, il va en avoir. Faut pas voir ça de même. Parce que même les taux de sucre, tu regardes là les taux de sucre dans le vin, c'est quoi, 2 grammes, 5 grammes par litre, là, puis là, dépasser 6, des fois, il y en a qui fait le mal, là, c'est ça. Mais quand ils regardent les taux de sucre des vins sans alcool, 35, 40, 45, 50. Ben oui, mais t'as pas le choix. Sinon, ça goûte rien. Sans ça, ça serait aussi agréable que de boire un verre de vinaigre. Ça serait rien que de l'acidité. Parce que tu retires l'alcool, donc autrement dit, tu retires du sucre. Il faut que tu le remplaces. Il faut que tu mettes d'autres choses. Tu vas mettre quoi? Tu vas mettre du jus, tu vas mettre du sucre. T'as pas le choix. Faut que tu rectifies ton acidité. Il faut que tu viennes l'équilibrer. Mais t'es en train d'expliquer sans le dire pourquoi la bière sans alcool fonctionne. Parce que la bière sans alcool, avec cette méthode-là d'enlever l'alcool à la fin, est quand même assez goûteuse. Ouais. Et même, j'ai fait le test avec 2 de mes amis qui étaient insultés, mais qui ont dû admettre. Je leur ai donné une Corona sans alcool, avec une lime bien froide. Ouais. Mais qui s'en sont rendu compte. Ça s'en pas rendu compte, hein? Ça prouve comment t'es proche du vrai goût. On est proche. Moi, j'ai goûté justement la Corona sans alcool, là.
Puis ma première réaction, ça a été de dire, si je l'avais pas su, je m'en serais pas aperçu. J'aurais été certain que ça aurait été une bière normale. Ce qui est drôle, mais qui est explicable, c'est que c'est aussi cher que l'autre. Ah oui. Parce que c'est la même méthode. Ben c'est ça. Ça coûte pas moins cher, même ça coûte peut-être plus cher à produire. C'est possible. Oui. Mais la réalité, c'est que ça a une incidence très grande chez la jeune génération pour plein de raisons. Parce que des fois, tu veux pas prendre un coup, tu veux travailler pour avoir tout ton esprit. C'est ça. Puis trop boire, mais puis en même temps, je sais pas si tu bois plus parce que tu prends des sans alcool. C'est pas le but, c'est quand même d'être entre guillemets plus responsable, mais souvent c'est pas tout le temps de chaud d'ail, là, tu sais. C'est ça aussi. Puis il y a le côté sportif aussi, tu sais, il y en a qui veulent rester en forme, puis la santé. Tu sais, on a parlé beaucoup, comme on le sait, l'alcool, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé, on le sait. Mais à force d'en parler, tu sais, les plus jeunes, on dirait qu'ils sont sensibles à ça. Puis c'est sûr qu'on peut pas être contre ça. Mais ça te demande, si tu demandais des fois, je voudrais avoir vin santé. Tu sais, quelqu'un qui dit, elle veut voir un petit vin santé. Un petit vin santé, non, mais je pense que ça va arriver, par exemple. Ben avec tout. Ben en fait, ils sont en train de déployer plein d'ingéniosité pour rattraper des parts de marché qui perdent, dans le fond. Exactement. Mais tu sais, c'est drôle parce que je fais un lien avec ma carrière. Moi, c'est la radio, comprends? Oui, ben oui. Mais tout le monde le sait. Mais vois-tu, la radio, dans la façon, c'est pas contre la radio, c'est pour tout ce qui s'est fait depuis ce temps-là. Spotify. Tu sais, je rappelle aux gens qu'il y a pas longtemps, il y a une quinzaine d'années, quand tu voulais écouter, mettons, un podcast où ça prenait ton fil line-in dans l'auto, que tu rentrais dans le petit trou, puis après ça, aussitôt que tu débranchais, t'avais tout perdu tes affaires. Mais aujourd'hui, maintenant, tu débarques l'auto, tu vas au dépanneur, tu t'occupes de rien, tu repars le char, il est exactement où il était, il est sur pause. Bon. Fait que c'est plus simple. Ouais. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'offre tellement large d'écoute, ta musique à toi. Ouais. Nous autres, quand on était jeune, juste pour aller à l'extrême, puis quand j'ai expliqué ça à mon plus jeune l'autre fois, je pense qu'il a mieux compris ce qu'on vivait puis la chance qu'ils ont aujourd'hui sur la musique puis le choix. J'ai dit, moi, quand j'étais jeune, avant de commencer à faire de la radio à 15-16 ans, donc en 75, 76, nous, des fois, on passait 1 heure et demie entre amis, on était à 4-5 à appeler au poste de radio pour avoir la tune qu'on voulait. Ah ouais, c'est ça. J'ai dit, on faisait ça, puis à un moment donné, il disait, OK, elle va jouer. Il disait tout le temps, elle va jouer, elle jouait jamais, là. Ça, c'est à peu près comme quand tu rentres dans un restaurant, on est à vous, ce sera pas long, là, t'attends 20 minutes, puis ce sera pas long, on revient. Mais, alors, tout ça pour dire que, puis là, pour lui, c'est inimaginable. Lui, il a sa musique, ses affaires, ses chansons dans l'ordre qu'il veut, il se fait des listes quand il est plus smooth, des listes quand il danse, C'est ça. Fait que, tu sais, il y a pas, puis en plus, juste, pas de quota, là, juste les tunes qu'il veut. Fait que tous les jeunes d'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a personne qui écoute la radio. J'ai des amis qui ont des enfants en 18 et 25 ans, qui ont jamais écouté la radio. C'est incroyable. C'est incroyable, certain. Fait que, mais ça a beaucoup changé. Je fais un lien avec la boisson. Tu sais, aujourd'hui, là, t'as de la bière sans alcool. La bière sans alcool, il y a pas plus que 20-25 ans, c'était pour des gens qui pouvaient pas prendre d'alcool parce qu'il y avait une insuffisance, qu'il y avait diabète aigu, n'importe quoi. Il y avait pas le choix. Mais aujourd'hui ils le font par choix. Ils le font parce que c'est ça qu'ils veulent faire. C'est fou, puis tu te rends compte que toutes les compagnies ont réagi. Hein. Tu te rends compte, Peroni, toutes les compagnies italiennes, partout sont souvent détenues par des gros conglomérats. Ça, on le sait, InBev, des grosses compagnies. C'est ça. Toutes les grandes marques. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de s'en aller là. Tu sais, comme je sais, moi, que même mon français, c'est ce qu'il m'expliquait aussi, il se fait beaucoup de recherches pour le vin sans alcool. À un moment donné, ils vont y arriver. Mais c'est plus compliqué. Mais ils travaillent tout le temps. Parce que il y a un marché, là. Il y a vraiment un marché pour ça. Ça peut paraître bizarre, mais je suis même pas sûr d'avoir la réponse. Est-ce que la SAQ vend de la bière sans alcool? Oui. Okay. De la bière, ouais, on en vend un peu. Parce que, en théorie, SAQ, c'est de l'alcool. On vend du vin sans alcool aussi. On en vend. Qui achète ça? Je veux des noms. Non. Ah, ouais, c'est ça. Ben, des fois, tu vas avoir... C'est qui la clientèle, mettons? Je veux pas de nom, c'est une blague. La clientèle cible, c'est souvent des fois des femmes enceintes, des choses comme ça. Tu sais, des gens qui voudraient prendre quand même un petit verre de vin, accompagner les autres, là, mais sans prendre de l'alcool. Tu l'as peut-être déjà fait, mais tu peux les envoyer vers un mou de pomme, c'est peut-être l'affaire la moins mauvaise. Ouais, ce qui est fun, parce que c'est gazéifié. C'est ça. Tu sais, quand t'as une petite fête, ben, moi, je me rappelle, j'ai quand même eu 3 enfants, pas moi, personnellement. Et j'ai gardé mes bédaines, moi aussi. Mais je veux dire, je me rappelle que les moments où on était festifs, ben, ma blonde arrivait avec il y avait un mou de pomme. Tu sais, c'est pas pire parce que ça ressemble à du champagne, c'est le fun. C'est pas si mauvais, c'est sucré un peu, non, là. Ouais, mais c'est bon. J'ai déjà goûté, moi, pis c'est quelque chose de très bon. As-tu déjà pris des bulles sans alcool? Oui. Puis même les bulles sans alcool, je trouve que c'est pas si mal. C'est correct. Entre autres, j'avais goûté à Freixenet.
Freixenet, qui est une québécois, maison. Non, Freixenet, c'est espagnol, ça. Freixenet. Ah, eux autres, ils font des mousseux en Espagne, c'est gros. C'est mieux que Proxenet, on comprend. Ouais. Freixenet, OK. Freixenet. Okay. C'est gros, c'est Freixenet Oui. en Espagne. Puis ils font des bulles sans alcool qu'on vend à la SAQ. Bien puis, froid, ça peut être bon? Ça passait bien. Ça passait bien. On a passé, excuse-moi, je tire partout parce qu'on vient de parler de froideur puis de champagne. Je me suis dit, on a-tu parlé de la température du champagne? Moi, j'ai l'impression que le plus froid, c'est mieux. Tu vas me dire non, probablement? Ben, c'est correct quand même froid, mais encore là, tu sais, pas, je prendrais pas ça en bas de 10, là. Parce que plus c'est froid, moins ça goûte. C'est vrai aussi, comme pour le blanc, dans le fond. Ben oui. Le meilleur exemple de ça, là. Ben, le rouge aussi, dans le fond. Tout ce qui est de boisson. Tout ce qui est froid goûte moins. La crème glacée, d'ailleurs. Tu sais, la crème glacée, moi, je trouve que c'est le meilleur exemple. Un bol de crème glacée, c'est bon, c'est le fun, c'est agréable. Prends ton bol, là, fais-les fondre la température de la pièce, puis essaye de manger ça. Tu vas trouver ça tellement sucré que ça va te tomber sur le cœur. Tu seras pas capable. Mais parce que c'est froid, ça paraît moins. Dans le vin, c'est pareil. Plus c'est froid, moins tu vas goûter le fruit. Ça met en relief ton acidité. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour sortir? Est-ce que tu as la liste des vins que tu proposes? Veux-tu qu'on en parle? Ben on peut le mentionner, si tu veux. On l'envoie, on envoie les gens sur le site, là. Ben, c'est ça. De toute façon, moi, ça va être sur mon site, christianmartel.net. Ça va être là-dessus. Ça peut être aussi sur gilesparent.com. Gilesparent.com, c'est ça. De toute façon, je te l'avais envoyé aussi. Oui. Moi, c'est une liste plutôt de coups de cœur. Mes coups de cœur de l'année. C'est des choses. Ça va de quoi en quoi les prix, mettons, grosso? Oh, ça peut varier entre en 20, 22, 25, aller jusqu'à 30, 40, mettons. Okay, là, parfait. ça peut jouer là-dedans. C'est sûr que la liste de champagne, c'est un petit peu plus cher, c'est certain. Mais c'est une belle référence. Par exemple, moi, j'aime ça. C'est le fun. Des fois, oui. Parce que, honnêtement, il y a tellement de choix. Il y en a. Ça vient mêlant, puis là, tu dis, ben oui, tu bon, lui, je l'ai pas essayé, puis là, puis les conseillers. S'ils ont tout essayé, il faut que, comme toi, soit assez assurgé. On n'a pas tout essayé, mais on essaye plusieurs. Mais il y a beaucoup de produits qui se rassemblent, d'ailleurs. Mais avez-vous la chance d'essayer juste une gorgée ou ça pourrait... T'achètes pas une bouteille à chaque fois, là. Non, ben comme nous, par exemple. Il y a des séances d'essai, mettons. Au magasin, on a les représentants qui passent à chaque semaine, et ils vont nous faire goûter des produits. Par contre, on a une règle, c'est correct aussi. Nous, on peut goûter et on recrache. OK. On n'a pas le droit d'avaler rien. Non, parce que, tu sais, bon, on travaille, là. On travaille, on est au travail, là. On veut pas avoir l'effet, là. Mais même que, j'ai déjà lu quelque part, que la meilleure façon de goûter un vin, c'est de le recracher, justement. Bon, c'est quoi l'idée, là? Ben, on fait pas ça à la maison. Je me rappelle parce que quand Alain Crête et moi, on avait été reçus probablement le meilleur dîner dans un contexte bucolique de ma vie. On était à Sonoma, je pense, chez Chandon, et non chez moi. Parce que c'est pas Moët et Chandon, là-bas c'est Chandon, mais c'est la même maison, mais en Californie. C'est ça, c'est la version américaine de Moët et Chandon. Puis d'abord, moi, mon inculture est ressortie là. On est arrivé pour le dîner. Puis on est arrivé à la table, il y avait 10 verres de champagne, il y avait 16 verres de vin. Oh boy, okay. Fait que là, ils ont dit, on va vous en donner un petit peu. Nous autres, Alain puis moi, on se regarde, lâche-moi le crachage, là. Puis peut t'annoncer ta gueule en tabarnak. Avant le dîner, là, non, il a fallu aller prendre une marche, puis, parce que la plupart des gens, c'est pas vrai parce que c'était des gros restaurateurs américains. Dans le fond, les intrus, c'était nous autres. Tu sais, tout le monde parlait, moi, j'ai 7 restaurants à Los Angeles, moi, j'ai 7 autour de la table, tout ça. Moi, je fais de la télé, moi, je fais de la radio, moi, je fais de la télé. C'était drôle. Mais on était invité par la SAQ, puis c'est vrai qu'on faisait quand même beaucoup de chroniques, puis je pense pas qu'on était intrus tant que ça, là, mais c'était drôle de voir. Puis moi, je pensais que chez Chandon, je pensais pas qu'il y avait tant de vin. Mais tu sais, c'est pas la première fois que tu le dis, là, c'est d'abord des producteurs de vin. Ben, c'est ça, exactement. C'est pas ça, juste du champagne, là. Mais c'est pas ça que tout le monde, tu prends 10 personnes au hasard dans la vie, ils vont dire, du champagne, pensez-vous que c'est des rangs de champagne dans, tu sais, le monde le sait pas. Ça commence par du vin. C'est ça. Ça commence par du vin qui vont rendre mousseux. Est-ce que t'en bois du champagne dans les occasions? Ah, dans les occasions, oui. Oui, à l'occasion, oui. On aime ça. De temps en temps. Mais mais on aime bien prendre un verre de mousseux en apéro. Genre, Prosecco? Peut-être Prosecco. Ou encore, on aime bien des créments. Ben, nous, on aime les mousseux rosés. Moi aussi, j'aime ça, j'adore. Bon, même le champagne rosé. Ouais, rosé, j'adore ça, j'adore ça. On préfère ça au blanc, moi. Puis je suis resté marqué parce que quand tu dis un rosé, quand les gens pensent que c'est du blanc dans lequel on a mis du rouge, le champagne, ça peut être ça. C'est ça, tu disais, c'est la seule méthode qui permet de mettre du rouge dans du blanc. Exactement, c'est ça. Est-ce que c'est toujours comme ça? Non? Il y a deux façons. Soit ça, ou encore, ils vont faire comme les vrais vins rosés, les vins tranquilles qu'on appelle, qui sont pas mousseux.
Ils vont faire tremper les pots pendant quelques heures pour que ça se colore un petit peu. Après ça, ils enlèvent les pots puis ils continuent la fermentation. Mais mousseux rosé, nous autres, on trouve ça parfait. Des créments de Bourgogne, entre autres. Là, quel prix, ça, 30-40? À peu près ça, 28-30. Là, ça joue là-dedans, 25-30. Là, il y en a. C'est une coche en haut d'un Prosecco? Oui. Ouais, les Prosecco, ça dépend parce qu'il y en a. Ben, il y en a, c'est aussi. vrai, crime. Je peux payer 40-50 $ pour un Prosecco, malgré que, mais tu sais, en moyenne, un Prosecco, des fois, c'est en bas de 20, 22, 23. Tu sais, t'en as des très belles qualités aussi, là. Puis en Espagne, il y a ce qu'on appelle les cava aussi. Là. C'est des mousseux espagnols secs. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Tu sais, c'est des alternatives au champagne. C'est sûr que le champagne, c'est bien bon, là, mais tu sais, il y a 45 en montant, souvent, c'est 75. On se paye pas tout le temps. Non, les gros noms connus, ben, c'est 90, c'est ça, 100. Exactement, c'est ça. T'sais. Fait qu'il y a plein de bons mousseux là qu'on peut utiliser. Là, qui sont très ça va être bons ma dernière ça. question. Un champagne, ça se garde-tu? Un coup, 20 ans, 30 ans, mettons? Ah non. Ben, le seul qui va se garder, là, c'est le millésimé. Celui qui a une année dessus. Ça, c'est uniquement la même récolte. Ça, tu peux le garder peut-être une dizaine d'années. Mais un champagne, c'est prêt à boire dès que c'est mis sur le marché. Quand il n'y a pas d'année dessus, là, ça donne rien de garder ça. Ça donne rien. Il est prêt à boire là, dès qu'il est mis sur le marché. Je vais y aller, j'en ai un. Bon, y aller dessus. Ben, parfait. Okay, merci. Merci beaucoup, Christian. Joyeuse fête. Ah, ben, toi aussi. Salut ta blonde. Ben oui, certain, toi aussi. Une bonne année. Ben oui, certain. Salut. Salut, bye.